Le prochain orateur, et c'est une bonne transition pour moi, ça montre ici l'aspect collaboration et développement prototypage avec le soutien de sociétés externes. Ce qui nous montre aussi que des fois, il faut un petit peu repousser les limites, avoir des structures qui permettent de faire du prototypage et vraiment du prototypage à niveau industriel. Et c'est ce que va nous présenter Johan Chappell dans son exposé qui vient de la société First Track Lab, qui d'après mes informations, donc une entité qui permet de faire du prototypage, du développement de produits jusqu'à un niveau, on va dire, pré-commercial. Donc, Johan Chappell est le directeur de cette entité. Je crois savoir que vous êtes aussi responsable pour les ski movement. Vous avez aussi une fonction. Vous l'avez été, alors voilà. Et donc, vous êtes fortement lié au domaine de la glisse. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en saison d'automne et de pré-hiver, c'est de voir le retour, enfin d'entendre ce que peut nous apporter le bois dans les matériaux de glisse. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à l'organisation des Rencontres Romandes du Bois de nous donner la parole aujourd'hui. Donc je suis Johan, je gère effectivement le First Track Lab que je vais vous présenter dans un instant, si le clicker veut bien marcher. Voilà. On a 20 minutes à disposition, donc je vais essayer d'être relativement succinct et efficace. J'aimerais vous présenter d'abord la structure, qu'est-ce qu'on fait, d'où est-ce qu'on vient, et puis ensuite vous proposer quelques projets très concrets. Vous pouvez aussi voir d'autres projets en cours. En haut, dans le hall d'exposition, vous avez vu pas mal de skis. Pas tous viennent de chez nous. On a notamment Lucas de Wood Spirit ici, qui est un orfèvre, on va dire, de toute la partie ski et ski bois notamment. Et puis, on a différents prototypes en fonction des clients avec qui on collabore. En deux mots, le First Track Lab, c'est un lab d'innovation. On va vraiment combiner deux aspects de la recherche et développement, la partie théorique, conceptuelle, et la partie pratique, avec le prototypage. C'est très important pour nous de pouvoir rapidement amener des produits sur le marché, parce que c'est ce qui va aussi amener la flexibilité, et c'est ce qui va permettre à des marques de développer rapidement des nouvelles technologies, plutôt que de stagner avec, on va dire, une forme d'establishment qui est un peu trop présente aujourd'hui dans l'industrie. On est les premiers vraiment être positionnés sur cet aspect. C'est vrai qu'il y a quelques agences qui s'occupent uniquement du développement conceptuel et théorique. On a aussi comme concurrents directs plutôt les équipes de recherche et développement de grandes marques. Mais on travaille principalement, nous, avec des petites et moyennes marques, quelques gros groupes aussi. Je vais vous en parler dans un instant. Et puis, on est basé juste à côté de Verbier pour deux raisons très simples. C'est que quand on veut régulièrement faire des prototypes et les tester rapidement, le mieux, c'est d'être à 5 minutes à pied des cabines de Verbier. Et accessoirement, la deuxième raison, c'est qu'on est un groupe de passionnés, d'entrepreneurs, et on a l'avantage de pouvoir aller skier 2-3 heures quand il y a des bonnes conditions avant d'aller travailler le matin. Notre slogan, Make it happen, l'idée est très simple. On transforme des idées, des concepts, des projets, voire des rêves en réalité. On est là pour vraiment trouver des solutions techniques pour nos clients. Nos clients, c'est principalement des petites et moyennes sociétés dans l'industrie du ski qui n'ont pas du tout les capacités, on va dire, ou des équipes de recherche et développement en propre. On travaille également avec quelques gros groupes, pour en citer quelques-uns, Rossignol ou Decathlon, avec qui on vient d'ouvrir un projet, qui eux ont aussi de temps en temps des équipes de recherche et développement en interne, mais qui font appel à nous pour notre capacité de prototypage. Donc, j'aimerais vous présenter un petit peu notre historique, comment est-ce qu'on en est arrivé là. On a commencé avec une marque qui s'appelait Anticonf, qui était basée à Lausanne. Anticonformiste pour les puristes, et on faisait à l'époque des planches à roulettes, skateboard, des longboards, des freeboards, avec une composition classique, fibre de verre, évidemment du bois en contreplaqué. Et puis on a évolué en fait de cette composition classique pour essayer d'amener un maximum de composants d'origine naturelle dans nos produits. En 2014, donc Anticonf a été fondé en 2007, et en 2014, on a vraiment transformé l'intégralité de notre gamme pour intégrer des composants comme la fibre de lin. À l'époque, on travaillait beaucoup avec la fibre de Bicomp, je crois qu'il parle aussi en début d'après-midi.
Des résines issues de la biomasse, donc soit de déchets industriels recyclés, soit de cultures spécifiques à cet effet. Donc c'est des formes de résine époxy dont 50% est d'origine naturelle. Et puis, en fait, on a vraiment développé et transformé toute notre gamme. Ce n'était pas juste un produit pour des questions marketing. On a fait ce développement en profondeur sur absolument tout. À partir de là, on avait un rêve qui était d'arriver dans l'industrie du snowboard. Et puis ce rêve, il s'est concrétisé en 2017. On a sorti les premiers prototypes. Je vais revenir sur les snowboards qu'on a construits à l'époque, parce qu'il y a aussi une composante technologique importante. Mais la formule était toujours la même. Donc on essaye de, on va dire, utiliser tous les composants naturels qui existent déjà naturellement dans l'industrie, comme le noyau en bois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que 90% des skis ou snowboards produits sont avec un noyau en bois, donc c'est une très bonne chose. Et puis de remplacer d'autres composants. Ça va être notamment le cas du finish de surface qu'on appelle le top sheet, qui est historiquement en plastique. Nous, on utilise du bambou. On va utiliser du liège, on va utiliser de la fibre de lin, on va utiliser du bambou aussi dans le noyau. Donc voilà, on essaie vraiment de combiner toutes les propriétés mécaniques de chaque matériau. Et ça m'amène à un point qui est vraiment central pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on considère que les matériaux naturels sont une opportunité, plus qu'une contrainte. La plupart des marques dans l'industrie à qui vous allez parler, ils vont essayer de mettre un petit peu de fibre de lin en remplacement de la fibre de verre, etc. pour des questions souvent de marketing, mais pas forcément avec une transformation en profondeur. Aujourd'hui, nous, on pense que la fibre de lin, à titre d'exemple, a d'excellentes propriétés en termes d'absorption des vibrations, et c'est ce qui donne aussi un meilleur feeling pour les gens qui utilisent nos produits. Idem pour le liège, qui est aussi, on va dire, un cousin de l'industrie du bois, et puis pour l'ensemble des composants qu'on utilise dans nos produits. Après les quelques prototypes qu'on a produits chez nous à Bussigny à l'époque, on s'est heurté à un énorme mur qui était celui-là, le mur de l'industrialisation. Donc on avait l'habitude de travailler de manière flexible, on avait un petit atelier, on faisait vraiment absolument ce qu'on voulait et comme on le voulait. Et puis on s'est retrouvé en face d'une industrie qui était relativement lente, qui était inflexible au possible. Qui était traditionnel pour ne pas dire archaïque. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'usines de ski qui sont... c'est vraiment improbable la façon dont les skis sont produits. Il y a quelques très belles usines, il y a quelques fleurons, on va dire, mais dans la grande majorité des cas, c'est des usines qui ne proposent pas du tout un accompagnement pour des petites marques, comme c'était le cas à l'époque. Et à partir de là, on a un peu deux options. Soit on se dit, OK, on veut continuer avec notre petite marque, on veut la faire grandir, on va investir énormément d'argent dans le marketing, énormément d'argent dans les stocks de matières à acheter pour pouvoir produire nos skis. On va batailler avec ces industriels pour pouvoir amener des matériaux qu'on suggère nous plutôt que les matériaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Option 1, relativement classique. Ou option 2, on prend tous les problèmes auxquels on a fait face et on en fait une opportunité de business. Et c'est à ce moment-là qu'est né le First Track Lab, qui est vraiment là pour répondre à ce genre de problématiques. Comment est-ce qu'on développe aujourd'hui un produit dans l'industrie du ski en tant que petite marque, et comment est-ce qu'on arrive ensuite à le produire de manière la plus élégante possible. Ce sera le seul graphique de ma présentation, mais j'aimerais juste illustrer ce de quoi on parle quand il s'agit des problèmes qu'on résout dans l'industrie. Aujourd'hui, une marque classique, on va prendre l'exemple d'une petite marque suisse, basée à Lausanne pour l'exemple, a une idée, a un projet. La façon dont elle va pouvoir lancer ses premiers produits, c'est que d'abord, elle va devoir commander des moules. Ces moules sont en acier, en aluminium, ça coûte de l'ordre de 5 000 € par moule pour une taille de ski, un seul modèle. Et puis, l'usine va mettre un certain temps à produire ces moules, ensuite va devoir arrêter des chaînes de production pour pouvoir sortir quelques unités de test, qu'elle va renvoyer en Suisse pour le test. La réalité, c'est qu'à ce stade-là, quand une marque a un produit qui n'est pas tout à fait parfait, elle va devoir faire des concessions parce qu'elle n'aura pas les moyens de se racheter énormément de moules, etc. Et surtout, pour une petite société, c'est vraiment très compliqué. Donc, la solution que nous, on propose, c'est une marque vient chez nous avec un projet. Elle va
on va lui faire l'étude de faisabilité, toute la recherche théorique, ça va relativement vite. Et ensuite, on passe sur une phase de prototypage sans moule. Très important, on n'a pas besoin de moule dans les configurations qu'on a aujourd'hui, ce qui ne demande aucun investissement de la part de la société pour des moules avec lesquels elle se retrouverait coincée par après. Pas de moule donc, et puis on va très rapidement pouvoir localement leur produire des prototypes qu'ils vont pouvoir aussi tester localement, donc on économise énormément en coûts de transport. Ce qu'il faut savoir, c'est que les usines ne sont pas forcément toutes à proximité de la Suisse, il y en a qui sont jusqu'en Chine, à Dubaï, en Tunisie. Donc tout ça, c'est des allers-retours, c'est du temps, c'est une empreinte carbone. Une fois que le concept est validé par la marque, et elle peut faire un certain nombre d'itérations très rapidement, on parle d'environ 24 heures pour un prototype, ce qui est vraiment du jamais vu aujourd'hui dans l'industrie, à part pour les quelques marques qui ont leur propre solution de recherche et développement. Les marques vont pouvoir à ce moment-là acheter le moule et commencer à développer toute la partie production sans aucune prise de risque. Et c'est vraiment ça la valeur ajoutée de notre modèle, c'est qu'on propose de travailler sans moule. On propose une grande flexibilité, que j'ai illustrée ici avec une des machines qui nous permet notamment de faire des compositions beaucoup plus exotiques en termes de noyaux bois. On va pouvoir combiner différentes essences. Je vous montre ça après dans une petite vidéo. Et puis, on a un temps de développement ou un temps d'itération sur un prototype de l'ordre de 24 heures, ce qui réduit nos cycles de recherche et développement à, disons, 2 à 6 mois, là où dans l'industrie classique, on parle plutôt de 12 à 24 mois. Donc, énorme avantage aussi en termes de temps. J'ai une petite vidéo, donc je ne sais pas si elle va partir, mais je vous montre un peu plus de détails là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les machines ici, c'est des machines qu'on a développées nous-mêmes ou qu'on a modifiées. On a pris des bases de machines existantes pour les modifier, pour vraiment répondre à la demande. Donc vous voyez ici une presse de noyaux qui va nous permettre de presser des noyaux à l'unité pour aller tester à peu près n'importe quoi. On est donc, du coup, je vous l'ai dit, basé au Châble, juste en dessous de Verbier. Gros avantage pour aller skier. Et je ne sais pas si à tout hasard, on peut monter un tout petit peu le son de la vidéo. Apparemment pas. Donc là, vous voyez la presse à noyaux qui presse depuis le dessus et latéralement. Et ici, je vais vous montrer un exemple de noyau composite. Donc là, en l'occurrence, on a de la fibre de carbone, du bambou et du polonia. Ensuite, on a une CNC qui nous sert à énormément de choses, et notamment à usiner les noyaux. On a pris une base de CNC relativement petite et qu'on a renforcée pour avoir plus de précision, qu'on a allongée également. Puis comme je vous le disais, on travaille principalement pour l'industrie du snowboard, du ski, du wakeboard et du kite. Et ici, c'est également une autre machine qu'on a développée nous qui s'appelle le PopMaster, qui va nous permettre de tester des mesures de torsion et de flexion pour bien comprendre l'impact mécanique de tous les développements qu'on fait. Donc on a une partie modélisation en amont. On va essayer de modéliser, d'imaginer en fait les propriétés d'un ski dans la phase d'étude. Et puis ensuite, on compare ça à des résultats réels et également évidemment à des tests. Je pense que c'est la partie la plus importante. C'est encore une industrie qui aujourd'hui repose énormément sur le ressenti des testeurs. Je vous propose donc d'enchaîner sur quelques cas. Donc le premier, c'est Anticonf, notre marque de l'époque, où on avait vraiment fait ce premier projet de recherche et développement. Et vous voyez ici mon associé Selim Abdi, qui est un designer de génie et qui a créé en fait Anticonf à la base, avec qui on est toujours associé aujourd'hui sur le First Track Lab. Et en 2017, Selim avait envie de se faire un snowboard et il a eu cette magnifique idée qui était de jouer avec les paramètres du noyau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un noyau, traditionnellement, je vais essayer de parler fort, j'ai le micro, ça ressemble à ça. C'est du lamellé-collé, qui travaille de manière longitudinale, uniquement dans la longueur. Donc ici, on a un exemple de noyau en Polonia,
C'est très standard et les propriétés mécaniques sont voilà, relativement standards aussi. Ce qu'on a voulu développer avec Anticonf, c'est un nouveau type de noyau et l'idée c'était d'exploiter au maximum cette composante bois qui existe déjà dans le ski. Et ce que vous voyez ici, et je vous le laisserai aussi peut-être à l'entrée si vous voulez regarder d'un peu plus près, c'est des fibres de bambou qui sont orientées entre les points de contact, donc les points qui travaillent le plus sur le ski, et le dessous de la fixation, ce qui nous permet de diriger l'énergie exactement où on en a besoin. Le bambou étant très fibreux, mais également très dense, il a l'inconvénient d'être très lourd, et c'est pour ça qu'on va utiliser soit du liège, soit du paulownia pour les zones qui ne sont pas forcément nécessaires d'un point de vue dynamique. Les parties brunes que vous voyez ici sont des champs en bois dur également. Ça peut être du bambou, et puis ça nous permet de remplacer de l'ABS classique, donc à nouveau de limiter notre dépendance à des composants en pétrochimie. Voilà concrètement à quoi ressemble un noyau de snowboard en cours d'usinage. Donc ici c'est la version avec du liège et avec toujours ce même système de bambou. C'est d'ailleurs une technologie qu'on a brevetée. Et puis en 2017 on a sorti nos premiers prototypes et on a eu l'énorme privilège de gagner un concours d'innovation, notamment du fait qu'en plus de cette technologie clé, on avait un ski qui était fait en Suisse, donc plutôt local, avec en remplacement de la fibre de verre, on avait de la fibre de lin. On avait également ce top sheet en bambou qui remplace du plastique, les champs en bambou qui remplacent à nouveau de l'ABS, donc du plastique, et des résines biosourcées. À l'époque, quand on a sorti ce snowboard, c'était le plus écologique, entre guillemets, du marché. Et je mets des guillemets pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui on travaille sur des produits composites, donc on peut mettre les matériaux les plus naturels possibles en entrée. Dans tous les cas, se pose la question de la destruction du matériel à la fin. Et en l'occurrence, pour les composites, à ma connaissance, la seule solution aujourd'hui, c'est de brûler le snowboard. Donc c'est quand même pas non plus totalement neutre d'un point de vue environnemental. Et puis voilà, on a gagné ce concours d'innovation à ISPO. ISPO, c'est le plus grand salon des sports au monde. Donc là, en l'occurrence, c'est l'édition de Munich. Et on a eu énormément de chance parce qu'ils nous ont offert un stand pour présenter un peu notre technologie, nos produits. Mais plus que ça, je pense qu'ils nous ont vraiment un peu mis le pied à l'étrier. On s'est dit, on tient quelque chose de concret qui est reconnu. Et donc maintenant, à nous de développer notre business là autour. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui a largement contribué, on va dire, à notre appétit pour se concentrer sur la recherche et développement plutôt que la production de masse uniquement. Autre exemple, avec Rossignol, et peut-être que certains d'entre vous reconnaissent Xavier Delerue, qui est une star iconique du snowboard, probablement des snowboarders les plus connus au monde. On a de la chance parce que Xavier habite à Verbier, et du coup, il avait cette volonté de faire un projet vidéo où il voulait en fait montrer, expliquer à l'audience comment un snowboard est fabriqué. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sa vidéo sur YouTube, c'est Building a Snowboard XV de mémoire, où vous voyez en 11 minutes toutes les étapes de la construction du snowboard. Et vous voyez qu'ici aussi, pour Xavier, l'utilisation d'un top sheet, en l'occurrence en bambou à la place du plastique, c'est des choses qui commencent gentiment à s'imposer. Et ça, c'est bon signe, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est face à une industrie qui de plus en plus a envie d'avoir l'air naturel et qui, du coup, va de plus en plus faire l'effort, que ce soit d'un point de vue cosmétique ou un peu plus profond technologique. Et puis, c'était une opportunité aussi pour Xavier et pour Rossignol de communiquer sur la recherche et développement local. On en parlait, c'est clair que si vous avez votre recherche et développement qui est faite pour Rossignol Snowboard, ce serait en Chine. Ça n'a pas les mêmes tenants et aboutissants, on va dire, que de pouvoir le faire directement sur place et de pouvoir tester la board au lendemain de son pressage. Et le projet est un succès. On a cette nouvelle board qui, on l'espère, va devenir une board de série pour Rossignol. Mais le plus important, c'est que Xavier avait le sourire. Alors, nous, on était contents aussi. Et puis, le dernier exemple que j'aimerais aborder, c'est l'exemple de Gin. Donc, Gin, pour ceux qui connaissent, c'est une petite marque suisse qui est en pleine croissance, très forte croissance,
Ils sont basés à la Neufville, sur le lac de Bienne. Et puis, eux, historiquement, ils avaient une gamme Swiss-made qui s'appelle l'EcoBoard. Donc, à nouveau, on est toujours sur cette notion de remplacer un maximum de composants par des composants biosourcés. Et Jean nous a mandaté pour produire cette EcoBoard qui a un look vraiment minimaliste aussi. Elle est exposée en haut d'ailleurs. On a un plaquage en noyer, on a un noyau un peu plié et de la fibre de lin, d'autres composants aussi, un peu les mêmes qu'on utilise nous pour Anticonf ou pour d'autres marques. Et ce qui est intéressant dans ces trois projets, Anticonf, Jean, Rossignol, c'est qu'il y a vraiment cet aspect visuel qui revient encore et encore. Donc au-delà de la composition du produit où il y a historiquement du bois, il y a vraiment une volonté de la marque de prouver, de montrer un peu patte blanche sur d'une part le finish bois du produit, mais aussi sur une production ou des phases de recherche et développement de plus en plus locales. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on continue, et on a plusieurs pistes qu'on va devoir aborder très concrètement. La première, c'est d'où est-ce qu'on tire notre bois, d'où est-ce qu'on source le matériau. On a une dépendance trop forte à la Chine sur du bambou, sur du Polonia également avec toute l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, le Polonia nous coûte plus cher au container et aux frais de transport que le prix du Polonia qui est dans le container. Donc ça, c'est un peu l'effet Covid. Dans tous les cas, on est dans une optique où on veut avoir un sourcing qui est de plus en plus local pour des questions aussi environnementales. Et puis, voilà, on a vraiment de la recherche à ce niveau-là, et on a de plus en plus de demandes pour de la production Swiss-made aussi, toujours dans cette optique de localisation. C'était le cas de Jean avant, mais c'est le cas de beaucoup de marques aujourd'hui qui veulent produire non pas un seul produit de leur gamme, mais de plus en plus de produits en Suisse ou, disons, en Europe de manière plus générale. Et j'en profite du coup pour faire un tout petit coup de pub. C'est qu'on va lever des fonds prochainement. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des contacts qui sont intéressés à investir, n'hésitez pas. J'ai plein de cartes de visite. Merci beaucoup et bonne journée.